Je vais commencer par vous, bien entendu, Monsieur le Ministre. Le micro est juste à côté de vous. Voilà. Merci d'abord d'avoir accepté de bien vouloir intervenir sur cette conférence. Alors, replaçons un peu le sujet parce que le PME, PMI au Cameroun, c'est combien d'entreprises? Ça représente quoi? Ça représente combien d'unités et comment vous définissez les PME, PMI camerounaises? Non, je voudrais déjà vous remercier d'avoir organisé ce panel et qui permet en fait de toucher le doigt à une problématique de fond, celle de la constitution en fait de la valeur au niveau local et en s'appuyant précisément sur la commune et ici à un échelon supérieur sur la région pour en faire précisément un socle à partir duquel on peut non seulement lancer un certain nombre d'idées qui par la suite débouchent sur des projets et des projets qui en fait deviennent par la suite des entreprises pour créer de la valeur au niveau local, pour impliquer les citoyens et les acteurs locaux dans une dynamique en fait de réalisation de la prospérité collective et enfin pour concourir tout simplement au développement durable. Et dans ce contexte, pour répondre spontanément à votre question, l'annuaire statistique que nous produisons chaque année, il y a exactement 2 semaines, nous avons rendu la copie pour l'année 2022. Au Cameroun, nous avons exactement 352 000 unités de PME. Ce qui est assez important. Quand on parle de 352 000 unités de PME, globalement, le ratio par rapport au PIB, leur contribution est de 34%. Et en même temps, nous avons 840 entreprises qui, à elles seules, font précisément un peu plus de 60% en fait, de la production en fait, de notre PIB. Et donc, c'est vous dire combien est-ce que finalement, nous sommes déterminés à accompagner, à assurer en fait la promotion de ces acteurs, qui sont d'abord des acteurs de la création en fait de la valeur au niveau local, mais aussi de la création des emplois. Et surtout, quand on passe à l'échelon régional, il s'agit d'acteurs qui vont exploiter les ressources naturelles, les atouts, les avantages comparatifs d'une région pour développer des chaînes de valeur, pour que finalement ceci concourt effectivement au développement durable équilibré du pays. Dans de nombreux pays africains, je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun, on a une problématique de base qui est de faire passer à l'échelle finalement des porteurs de projets ou des entreprises pour faire en sorte qu'elles puissent devenir et qu'elles puissent grossir. Comment traitez-vous ce problème et qu'est-ce que vous avez mis en place pour cela? Alors, il faut dire que le changement d'échelle est généralement déterminé, par la capacité d'une entreprise, au fur et à mesure que son chiffre d'affaires croît, à engager davantage des acteurs, c'est-à-dire avoir un nombre qui... ici, dans ce cas, il y a un certain nombre d'incitations qui sont offertes non seulement pour permettre qu'il y ait une défiscalisation dans le cadre des emplois qui sont créés, nouveaux, mais aussi par rapport à la dynamique d'accès au financement. Et dans ce cadre-là, évidemment, il faut dire que le cadre législatif et réglementaire qui est fixé précisément par la loi de 2010, mais surtout la loi sur les incitations, dont Madame le directeur général de l'Agence de promotion des investissements est aussi l'un des acteurs majeurs, eh bien, il y a des incitations fiscales qui permettent que finalement on puisse accéder non seulement à des tranches de financement, qu'on puisse obtenir en fait des subventions aussi, des appuis, des accompagnements directs, mais en même temps aussi qu'on puisse ouvrir des lignes d'accès au financement, en fait au crédit avec des taux d'intérêt bonifiés. Et là aussi, c'est des dispositifs que nous organisons avec des partenaires techniques et financiers. En l'occurrence, ici, il y a des lignes de crédit qui sont ouvertes, toute proportion gardée,
et sans publicité, le dernier cas en date, c'était la Banque européenne d'investissement, qui a permis de mobiliser près de 40 milliards de francs avec des taux d'intérêt bonifiés, mais qui sont placés auprès d'un certain nombre d'établissements bancaires de la place. La Société Générale ici a bénéficié de ce schéma en 2021, permettant ainsi de pouvoir offrir des crédits à des entrepreneurs avec des taux d'intérêt qui sont en fait inférieurs à ceux classiques, habituels, qui sont faits par le marché. On connaît une augmentation des taux relativement importante. On parle dans le monde, partout dans le monde, hein, ce n'est pas du tout au Cameroun en particulier. On parle de quoi en taux bonifié? Ici, généralement, c'est une subvention qui va dans l'ordre de 5 à 6 %. Ah oui, c'est important. Donc, voilà. Même extrêmement important. Deuxième souci, si on peut dire, des entrepreneurs, c'est souvent de pouvoir produire des garanties, parce qu'on ne prête pas sans garantie, qui est un peu normal. Comment vous voyez la chose? Oui, non, disons que nous avons conduit il n'y a pas longtemps parce qu'on s'est rendu compte de ce que, pour adresser la problématique de la surliquidité des banques, et quand on voit précisément le crédit qui est fait au secteur privé, mais surtout aux entreprises, pour les chiffres de 2021, c'était à peine 18% du crédit qui était fait aux PME. Et donc, très faible. C'est assez faible. Et donc, par rapport à d'autres pays où effectivement il est possible de remonter un tel pourcentage, l'option qui a été prise, c'est de s'assurer que nous puissions effectivement encadrer dans le cadre justement d'études qui ont été menées pour la mise sur pied de sociétés de garantie. Et dans le cadre du schéma de garantie qui a fait l'objet en fait de missions d'études au Maroc et dans un pays comme la Tunisie, pour la Tunisie seule, je peux dire que nous avons exactement 9 sociétés de garantie. Et donc, la démarche qui est entreprise aujourd'hui, c'est de s'assurer que nous puissions mettre sur pied, et le chef de l'État l'a annoncé, le retour en fait d'une société de garantie qui devrait permettre justement, dans le cadre de la mutualisation du risque, c'est-à-dire que ce serait en fait une société de garantie partielle, permettant qu'au-delà de la garantie qui est offerte par l'État, qu'on puisse effectivement avoir aussi un certain nombre d'acteurs financiers de la place qui apportent leur concours. Et c'est ce qui va permettre de débloquer effectivement la question de l'accès au financement de façon générale. Vous voyez ça pour quand? Quel timing pour vous? Je peux dire que de façon assez optimiste, cela devrait se faire dans les tout prochains mois. Ah oui, donc d'ici la fin de l'année. Enfin, je n'en dirai pas plus. Oh, chouette, on avait un scoop. Bon, merci. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui vous semblent prépondérants, ou est-ce que vous mettez l'accent sur certains secteurs d'activité plus que d'autres? Oui, il faut dire que c'est des secteurs d'activité qui sont adossés sur la réalisation de la stratégie nationale de développement. Aujourd'hui, en termes de priorité, il faut financer en fait tout ce qui participe, toutes les entreprises agro-industrielles pour justement réussir à garantir, stabiliser en fait notre sécurité alimentaire et surtout inverser en fait la tendance d'importation en fait de biens alimentaires, alors que précisément sur le plan local, de nombreux atouts naturels permettraient effectivement que pour des biens similaires importés, on puisse avoir une offre locale qui corresponde justement aux besoins et aux attentes en fait, des consommateurs camerounais. Au-delà de ce secteur, toujours pour répondre aux besoins et aux attentes de nos consommateurs, le second secteur prioritaire qui a été identifié, c'est celui de la transformation du bois. Nous sommes assis sur des meubles, mais c'est pour vous dire que ce soit par rapport au ménage, que ce soit par rapport aux besoins en fait, industriels. Aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel il y a de vraies opportunités et dont c'est un secteur prioritaire. Évidemment, le Cameroun, c'est un peu plus de 300 000 tonnes de coton. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'éventuellement... On le transformer. Voilà. Donc, en matière de transformation du coton, pour répondre
aux besoins d'habillement. Là aussi, c'est un secteur qui est considéré comme étant prioritaire. Donc, de nombreux secteurs comme ceux-là existent, qui ont été consignés, identifiés dans le cadre de notre stratégie nationale de développement. Ceux qui permettent de créer de la valeur ajoutée immédiate, finalement, pour des secteurs disponibles, en tout cas, la compétence disponible dans le pays. En fait. Absolument. Et surtout que dans les régions, parce que il faut ramener cela aux atouts naturels de certaines régions, que dans les régions qui disposent de ces atouts, que l'on puisse voir se développer un écosystème de PME et d'entreprises qui participent justement de la création de ces entreprises dans ces régions, qui créent des emplois, qui permettent donc de façon générale de donner à ces régions une dimension économique qui corresponde à leurs atouts naturels. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir planté un peu le décor. Vous intervenez quand vous voulez en apportant des commentaires peut-être sur ce qui va se dire. Alors, vous avez un peu passé le relais, si on peut dire, à la directrice générale de l'Agence de la promotion de l'industrie. Merci d'être présente aujourd'hui. Alors, vous êtes le bras armé par rapport aux investissements d'entreprise. Il marche, hein, vous en faites pas. Et il marche. Hein. Si, vous allez voir. C'est qu'ils ouvrent le micro, normalement, en régie. Alors, pratiquement parlant, sur ces systèmes, ça consiste en quoi? Donc, quelles sont les procédures que vous gérez pour permettre ou pour faciliter l'investissement ou donc l'implantation de nouvelles PME ici au Cameroun? Merci de me donner l'opportunité de parler de l'Agence de promotion des investissements. Je n'ai pas très connu dans l'émission. Si vous pouvez mettre le micro devant votre bouche, voilà. Dans l'émission, ne sont pas toujours bien saisis par les uns et les autres. En fait, l'Agence de promotion des investissements qu'on appelle API c'est la porte d'entrée des investisseurs au Cameroun. Nous avons une mission d'accueil, une mission d'accompagnement, une mission de conseil et une mission de facilitation. Et l'API a été créée pour justement rendre par les autorités, c'est la volonté des autorités camerounaises. Micro aussi. Non seulement de faire le dispositif institutionnel de pilotage de la politique nationale de promotion des investissements, mais également de se doter d'une structure opérationnelle capable d'assurer avec efficacité la mise en œuvre de cette politique. Donc, dans cette logique, évidemment, l'API assure les missions ci-après, la promotion de l'image de marque du Cameroun, l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement des affaires. Excusez-moi. Comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, nous octroyons également des incitations aux investisseurs. Nous mettons également à la disposition des investisseurs une banque de données de projets. Nous avons une mission de plaidoyer politique visant à l'amélioration des codes sectoriels. Au regard donc de ces missions, l'API offre des services de qualité dans toutes les étapes du processus d'accompagnement des investisseurs. Ces services se résument au quadriptyque de l'accueil, de l'orientation, de l'assistance et le soutien aux investisseurs. Si je voudrais... Pratiquement parlant, si on peut sortir de votre texte, excusez-moi, ça consiste en quoi pour les entreprises? C'est une entreprise qui fait, elle a des mesures spécifiques dont elle peut bénéficier grâce à vous. C'est quoi ces mesures? Alors, nous avons les mesures d'incitation. Les entreprises, dans le cadre de la loi de 2013 qui a été citée tout à l'heure par le ministre, l'API offre des incitations aux entreprises. Il y a 3 types d'incitations.
il y a des incitations fiscales, il y a des incitations financières, il y a des incitations administratives, ainsi que les incitations douanières. Alors, si on prend la deuxième, par exemple, les incitations financières, c'est quoi? C'est des subventions à l'implantation? C'est quel type de choses? Non, les incitations financières, non. C'est les incitations douanières qui offrent des facilitations à l'importation. Ah oui, d'accord. Parce Pour que les les entreprises qui entreprises s'implantent, bénéficient des exonérations. franchise de droit de douane. D'accord. Ok, Mhm. très bien. Très bien. Combien d'entreprises sont nouvelles, entre guillemets, notamment étrangères, par exemple, se sont implantées au Cameroun en 2022? En 2022, nous avons eu environ une quinzaine d'entreprises étrangères D'accord. qui se sont implantées. Et nous avons déjà eu à signer, depuis 2014, 308 conventions avec les entreprises privées parce que nous nous occupons uniquement de l'investissement privé. Ok. Très bien, Je merci. pourrais vous donner, peut-être que c'est intéressant, tout à l'heure d'avoir les résultats à mi-parcours, si ça vous intéresse. Ça Oui, alors- pourrait peut-être encourager les investisseurs qui sont dans la salle. Ben, Quoi. on reviendra dessus, pourquoi pas, effectivement. On va refaire le tour des intervenants, s'il nous reste un peu de temps, parce qu'on est tout petit peu pris par le temps. On a un peu débordé depuis ce matin. Et je m'en excuse auprès du ministre qui attendait depuis tout à l'heure. Bon. Mehdi Tanani, bonjour. Vous êtes, vous, directeur général de Proparco au Cameroun, même plus qu'au Cameroun, puisque sur l'Afrique centrale. Proparco qui... Il faudrait peut-être le redéfinir, parce que Proparco fait partie du groupe AFD, c'est ça? Tout à fait. Alors, je vais peut-être, effectivement, vous avez raison, il est important de fixer le cadre. Le groupe AFD, donc Agence française de développement, est l'opérateur public français en charge de la politique d'aide au développement, et maintenant on l'appelle d'investissement solidaire. Et au sein du groupe AFD, vous avez l'AFD, je vais dire, entité sociale, qui finance et accompagne les États, les organisations des sociétés civiles, les entreprises publiques, mais vous avez aussi deux autres filiales, Proparco, qui également met à disposition des financements et des accompagnements aux établissements financiers, mais aussi aux entreprises privées. Et puis très récemment, on a aussi une petite sœur, une filiale qui s'appelle Digital Africa, d'ailleurs qui était initiative du président Emmanuel Macron, qui a été filialisée et qui accompagne les entrepreneurs de la tech africaine. Et dernière filiale qui est très importante quand on parle de PME et d'écosystème entrepreneurial, c'est aussi Expertise France, qui a su développer cette expertise, désolé pour cette redite, mais qui est aussi une agence de coopération technique et qui accompagne les politiques publiques, qui peuvent être notamment sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur différents secteurs régaliens. Voilà. Alors, qu'est-ce que, pratiquement parlant, Proparco fait pour les entreprises, et a mis en place pour les entreprises privées, notamment camerounaises ou françaises qui veulent s'implanter au Cameroun? Comment ça se distille? C'est quoi la stratégie? Et comment tu vois le développement des entreprises et des PME ici au Cameroun? Alors peut-être on va commencer par le défi des PME et des TPE, je pense, au Cameroun. Le tissu économique camerounais, je suis assez récent, et ce que je comprends, c'est que 80% des entreprises au Cameroun sont des PME ou des TPE. Il est aussi ce tissu économique très marqué par l'informalité. Et l'informalité est un enjeu. Le Cameroun n'est pas le seul pays africain confronté à celui-ci. C'est un enjeu accompagner ces PME vers de la formalisation. Pourquoi? Parce que sinon, c'est un effet de distorsion de concurrence. Pour le coup, l'agence de promotion des PME ici au Cameroun fait un gros travail justement pour accompagner, faire mûrir les projets, outiller les entrepreneurs, mais aussi les accompagner sur la création d'entreprises et la formalisation. Donc ça, c'est un défi. Il y a le défi aussi, il ne faut pas se le cacher, du climat des affaires. Et à ce titre, nous accompagnons, et je salue l'initiative aussi du GICAM, qui vise à améliorer aussi le cadre, le dialogue avec l'État, et on soutient l'initiative Bonne Gouvernance du GICAM, qui est la première organisation patronale en Afrique centrale à avoir élaboré un code de bonne gouvernance. Il faut rappeler que la bonne gouvernance est un facteur de pérennité des entreprises. C'est souvent, dans notre expérience, en tant qu'institution financière de développement, sur des financements qui n'ont pas marché pour des corporates, au-delà
des conjonctures économiques, souvent le facteur gouvernance est un facteur essentiel. Donc, qu'est-ce qu'on met à disposition pour les entreprises? Déjà, vous vous rappelez cette initiative Choose Africa qui a été lancée et annoncée en 2017 à Ouagadougou par le président Emmanuel Macron, parce que le secteur privé africain est porteur de solutions, créateur de richesses, d'emplois et de revenus, justement pour un continent aujourd'hui jeune, et je pourrais vous citer de multiples succès entrepreneuriaux. Et d'ailleurs, très récemment, avec la visite du président en Afrique centrale début mars, cette priorité d'appui au secteur privé a été rappelée. Donc cette initiative Choose Africa, qui a été lancée sur sa première version en 2019, mettait à disposition des entreprises des lignes de crédit, des garanties à travers l'intermédiation financière, j'y reviendrai, des investissements en fonds propres au capital des PME et des startups, mais aussi un accompagnement à l'écosystème entrepreneurial, aux incubateurs, aux politiques publiques, avec l'AFD et avec Expertise France. Très diversifié, donc. C'était juste pour vous donner quelques chiffres. Ici au Cameroun, je pense que ce sera intéressant pour tout le monde, c'était 2,5 milliards d'engagements initialement qu'on souhaitait déployer sur d'ici 2019-2022. On a déployé 3,2 milliards. On parle en quel modèle? D'euros. D'euros. Et ici, en Afrique centrale, on a mobilisé près de 200 millions d'euros pour accompagner près de 2500 entreprises, et on a contribué à créer, à maintenir de l'emploi auprès de 25 000 entreprises. Le Cameroun, c'était 2000 entreprises, près de 20 000 emplois, et le Cameroun est le 3e pays africain rapporté à sa population qui a bénéficié de l'initiative Choose Africa. Je pourrais vous donner quelques exemples, Marc, mais à vous de me... Justement. Alors, ce que je voudrais quand même bien comprendre, c'est que, en gros, la première partie du discours que vous avez tenu, c'est qu'il faut plus de visibilité. Donc, ça veut dire que quand on est déclaré qu'on n'est pas dans l'économie grise, eh ben, forcément, on se fait financer. Sans ça, voilà, il faut accompagner les entreprises dans ce secteur-là. Deuxième chose, il y a des crédits disponibles de façon relativement importante, parce que là, on parle quand même de gros sous. Et comment on fait appel à ça et comment on fait pour obtenir ces crédits de votre part? Merci pour cette question. Je pense que c'est aussi important de préciser, on a 2 modes d'intervention. Un mode d'intervention indirect, ce qu'on appelle l'intermédiation financière. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des banques locales, des institutions de microfinance locales, des ressources longues, ça peut être du capital, ça peut être du prêt, qui leur permettent d'accompagner après, de recycler cet argent et d'accompagner les entrepreneurs sur des projets d'investissement. La maturité, elle est importante pour accompagner ces projets d'investissement. Aussi des outils de garantie, c'est une forme d'assurance crédit qu'on leur apporte, ce sont des garanties partielles. En fait, la thèse derrière, c'est d'augmenter le volume de financement pour les PME et les PMI. Donc ça, c'est ce pilier qu'on appelle intermédiation financière, ça cible. On peut accompagner indirectement avec nos partenaires financiers des PME ou TPE à partir de 500 € un crédit jusqu'à 5 millions d'euros. Nos partenaires, c'est important que je les cite, parce que pour moi, la mobilisation du système financier local est essentielle pour financer PME. Donc on travaille avec la Société Générale, avec Afriland First Bank, avec Advance Cameroun, en termes d'IMF, avec ACEP, avec la BICEC. C'est très important et c'est notre premier levier d'action pour le financement des PME-PMI. Après, il y a le financement direct, ça c'est la seconde jambe, et là on va intervenir soit en dette ou en investissement en fonds propres à partir d'un ticket de 5 millions d'euros. Donc clairement, on s'adresse à partir des gros dossiers. Des gros dossiers, des gros corporates. Voilà, c'est important de faire passer les messages parce que souvent, notre grand enjeu, c'est bien adresser les bénéficiaires et ces TPE vers les bons interlocuteurs. Et quand on ne peut pas accompagner une entreprise, on n'hésite pas à les mettre en relation avec ses partenaires financiers. Et donc, un exemple? Alors, peut-être 3 exemples. Par exemple, on a accompagné le groupe scolaire British Isle avec la Société Générale, Cameroun, à Douala. C'était une école primaire qui avait un objectif d'acheter un bus de ramassage scolaire. Et justement, on est intervenu avec l'outil Choose Africa Résilience, qui est une garantie et qui était d'ailleurs un instrument de réponse à la crise Covid. C'est un exemple très concret. Un autre exemple concret, par contre en direct, on est actionnaire de la société Enco Éducation, qui déploie une offre d'éducation pour les classes moyennes accessibles. Et donc, on les a accompagnés en participant
à plusieurs levées de fonds. Donc je pense que c'est deux beaux exemples, en fait, notamment sur le secteur de l'éducation. Merci beaucoup. Donc la transition est parfaitement faite, merci. Avec la Société Générale. Et Vanina, bonjour. Vous dirigez la Société Générale ici à Yaoundé, c'est cela? Oui, c'est bien ça. Bon, alors le crédit aux PME, est-ce que pour vous c'est une priorité ou ça fait partie d'un ensemble de choses que vous faites? Est-ce que la banque a clairement défini une politique PME? Merci Marc de me passer la parole. Merci Monsieur le Ministre. Merci les chers participants. Comme Marc l'a dit, je représente la Société Générale à Yaoundé, le centre d'affaires de Yaoundé, qui gère les clients, entreprises, les institutionnels, le marché chinois, également des grandes entreprises industrielles et la PME camerounaise et autres. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, déjà, Société Générale, nous fêterons nos 60 ans cette année. Nous avons une forte expérience sur le terrain. Au travers notre programme Grow with Africa, nous avons mis la PME au centre de notre stratégie. Donc, on avait, il y a quelques années, le ministre était à la maison de la PME pour l'inauguration. Nous avons créé donc la maison de la PME qui est à Douala avec des ramifications sur Yaoundé pour vraiment comprendre les problématiques que rencontraient les petites et les moyennes entreprises et de pouvoir y apporter des solutions, sachant qu'on avait toujours le discours suivant lequel nous n'accompagnons pas assez les PME. On a parlé des défis. Proparco également a parlé de la difficulté. Aujourd'hui, on avait vraiment ce problème déjà de pouvoir avoir des PME structurées. Et après, à côté de ça, il y avait la garantie. On a la chance, on a la PI qui a parlé des moyens incitatifs pour amener les investisseurs à pouvoir bien évidemment investir au Cameroun et bien évidemment avoir accès au crédit bancaire. Mais ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il était déjà important dans un premier temps d'accompagner ces entreprises-là qui ne sont pas structurées. De quelle façon? Au travers de la maison de la PME, nous invitons des spécialistes en création d'entreprises, des spécialistes en rédaction des business plans. Parce que lorsque nous avons un client qui vient à la banque, il veut le crédit, mais on n'a pas de documentation. Nous, le banquier, notre rôle, c'est d'accompagner, de conseiller et d'amener ces entreprises-là à avoir accès au crédit bancaire. Le ministre l'a dit, les banques sont liquides. Nous avons des liquidités. Nous voulons accompagner les PME. La PME camerounaise est au centre de la stratégie de Société Générale. Et on a Proparco qui est là. Lorsque nous n'avons pas les garanties et que le projet est vraiment viable, nous y croyons. Et alors c'est quoi un projet viable? C'est vraiment une question que tout le monde se pose. C'est quoi un projet viable? Ça ressemble à quoi? Donc, on va dire un projet viable selon nous, c'est-à-dire c'est lorsque nous pouvons identifier clairement le besoin. Identifier le besoin, c'est quoi? C'est comprendre l'activité clairement dit d'un client. Une fois que nous comprenons l'activité d'un client, nous avons assez d'éléments pour pouvoir proposer des produits et des services adaptés. Parce que lorsque nous recevons parfois des clients, le besoin de base avec lequel ils sont venus nous voir, on n'aboutit pas forcément à cela. Nous, avec notre expérience et avec ce qu'on a déjà eu à faire sur d'autres clients, on peut facilement proposer, là je ne pourrais pas proposer le panel, ça peut être sur du court terme ou sur du moyen terme. Je vais prendre peut-être des exemples simples. Nous avons parfois des clients qui, on va pouvoir accompagner le client, c'est-à-dire l'entreprise que nous gérons, on accompagne ses clients et ses fournisseurs. Donc parfois on se dit on veut de l'argent cash, mais la banque a des mécanismes, a des produits qu'on met à disposition pour permettre que les acteurs ensemble, on finance toute la chaîne. Et en fin de compte, parfois, on n'a même pas besoin de garantie réelle parce que la garantie pour la banque, c'est l'activité.
Lorsque nous y croyons, on ne prend pas les garanties à 100%. Attention, ils sont tous dans la salle, ils vont venir vous voir après derrière. On est là, on est tous dans la salle. Le centre d'affaires est juste à côté. On a vraiment un rôle de conseil. Et ce qu'on veut dire aussi à tous ceux, aux entrepreneurs, à tous ceux qui ont des entreprises, parfois ce n'est pas le moment. Nous, la chance que nous avons, c'est qu'on a des données de secteur. Donc, on sait exactement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on peut vous aider aussi en vous disant, prenez cette démarche-là et on vous accompagne. Parfois, ça prend du temps pour pouvoir avoir accès à ce crédit. Parfois pas. Ça dépend, comme je dis, vous pouvez être deux entreprises du même secteur, mais pas avec une même historique. On regarde beaucoup d'éléments. Votre expertise dans le domaine, depuis quand vous existez. Donc, je pense que le financement est accessible pour tous. Il faudrait simplement qu'on prenne la peine de bien comprendre votre activité et de pouvoir vous accompagner à avoir accès à ces crédits. En Europe, on parle beaucoup plus d'accès aux fonds propres et d'avoir en fait des fonds propres qui sont pas suffisamment importants pour qu'un banquier regarde avec des ratios BAL 3, BAL 4, entre guillemets, un certain nombre de choses. Est-ce qu'on a le même réflexe en Afrique ? Bien évidemment, l'étude d'un dossier de crédit part sur la base des ratios. Mais sachant que pour les PME, elles ne sont pas assez structurées, c'est ce que je disais au départ, on a des spécialistes. Donc, on les aide à monter des... Donc, vous êtes capable de passer au-dessus de ça, quoi. Exactement. Bon. Ben, très bien. On va vous amener des dossiers, madame. On est preneurs. Merci beaucoup. Bertrand Héliard, bonjour. Alors, j'aime bien finir par Bertrand Héliard, parce que Bertrand, c'est pas grave, il ira pas plus bas, parce que Bertrand est un des très bons spécialistes, connaisseurs du financement. D'abord, c'est un banquier, un ancien banquier, peut-être défroqué, mais bon, il appartient au cabinet RSM. RSM, en deux mots. En deux mots, c'est 135 pays dans le monde, c'est 46 pays en Afrique et 1200 collaborateurs en France. Bon, important. Voilà, à peu près. Un gros cabinet. Et les activités d'expertise comptable, de conseil transactionnel connues. Alors, Bertrand, toi, tu as une analyse du crédit en Afrique avec une politique un peu spécifique, puisque vous avez créé une dream team, entre guillemets, du sujet pour accompagner des entreprises à chercher des financements ou à chercher des projets. Comment ça fonctionne ? Je vais peut-être faire un tout petit point d'histoire pour expliquer pourquoi on a créé cette cellule. C'est qu'en fait, on est parti sur un constat propre qui a été confirmé par quelques études de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. J'aime pas citer ça, mais je pense que c'est un chiffre un peu choc. Ça va vous contredire un tout petit peu, chère madame de la Société Générale, mais 95% des prêts sectoriels faits aux PME par ces grands organismes multilatéraux vont à l'échec. C'est pas nous qui disons, alors nous on l'a constaté avant, et c'est pour ça que nous avons créé cette équipe il y a quelques temps, maintenant il y a presque 3 ans, pour, sur la base de ce constat, comprendre pourquoi on en était arrivé là. Les explications, elles sont venues aussi de ces organismes multilatéraux et qui ont dit il y a des très beaux projets, il y a des très beaux entrepreneurs, et le problème, c'est qu'on ne fait pas les choses dans la chronologie du système financier. C'est-à-dire qu'on ne voit pas assez loin et que les dossiers ne sont pas assez bien structurés. Donc, l'offre que nous avons mise en place et qui trouve un écho extraordinairement favorable et qui vous permettra, chère Société Générale et autres banquiers, de recevoir des dossiers, je l'espère, extrêmement bien ficelés. L'offre que nous mettons à disposition, c'est de permettre aux entrepreneurs d'arriver avec un dossier carré et qui va avoir toutes les chances de passer les fameux comités de crédit qui ont, et c'est normal, leurs exigences. Alors, les principaux... vous travaillez sur quoi exactement ? Parce qu'un dossier carré, ça ne veut rien dire en tant que tel. Donc, vous travaillez quoi essentiellement pour pouvoir améliorer en fait, ces dossiers ? Alors, c'est quoi les points faibles finalement des dossiers ? En fait,
Le chiffre est quelque chose avec lequel on peut se faire extrêmement plaisir si on ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres. Et derrière les chiffres, il y a en fait tout un tas de facteurs, paramètres qui vont correspondre tous, directement ou indirectement, à des risques finaux pour l'entrepreneur. Quand vous analysez une activité, vous en parliez, chère madame, on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière le métier, quel est le marché, quel est le potentiel, quels sont les risques de percer ou de ne pas percer sur ce marché, et quels sont les atouts de l'équipe pour répondre au marché qu'elle adresse. Donc tout le risque commercial qui est absolument essentiel, on doit le comprendre pour que le premier chiffre, vous savez, pour ceux qui ont un peu de notion comptable de classe 7, qui est le chiffre d'affaires, ce n'est pas un chiffre d'affaires qui doit tomber du ciel. Il doit correspondre à une réalité que l'entrepreneur doit savoir parfaitement décrire. Et ensuite, vous transposez ça sur l'ensemble de tous les postes de charge que vous allez avoir en descendant ce qu'on appelle le compte de résultat. Et chaque ligne correspond pratiquement à un risque. On va en prendre une parce que la liste serait fastidieuse si on les passait tous en revue. Le risque de résultat financier. Et en général, pour un projet qui démarre, est une ligne importante, surtout quand les taux d'intérêt sont relativement élevés. Il est important de comprendre l'exposition de sa société à un dérapage de ce poste financier si jamais, pour des raisons involontaires, on a tous traversé avec les effets graves que l'on a connus la crise du Covid, avec des problèmes de fonds de roulement, de besoins en fonds de roulement dramatiques. Donc, il est très important pour l'entrepreneur, je ne vais pas dire d'anticiper un Covid, mais d'essayer d'anticiper tous les accidents qui peuvent lui arriver. Et la philosophie du risque n'est pas de dresser un épouvantail, il est au contraire de savoir se préparer à affronter n'importe quelle situation. On vient de parler de taux. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de taux depuis le départ sur cette conférence. Alors que généralement, sur les conférences sur le financement, on en parle. C'est un problème, c'est pas un problème, parce que c'est vrai qu'ils sont plus élevés en Afrique qu'ailleurs. Alors après, ça peut s'expliquer par la Société Générale, peut-être ce qu'elle en pense. Mais... Je ne vais pas faire plaisir encore à nos amis banquiers, même si j'en faisais partie beaucoup avant. Je pense qu'on est dans une économie en Afrique essentiellement tirée par le volet fonds propres. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui ont de l'argent. Je dois vous dire, monsieur le ministre, que j'ai été impressionné par les contacts que nous avons eus depuis une semaine. Vous avez une population d'entrepreneurs sur le petit panel de 6 que j'ai pu voir vraiment à fond, qui transpire un dynamisme absolument extraordinaire. Vous avez un réservoir de croissance merveilleux. Ces gens-là ont de l'argent. Il y en a un qui a avoué avoir, et c'est complètement prouvé, quand même une somme, et c'est des projets importants, 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, je ne fais pas la conversion en CFA, ça fait quand même beaucoup d'argent, mais le projet est en proportion beaucoup plus important. On parle de quelque chose qui est au-dessus de 100 millions d'euros. Donc, il est très important, et vous déclinez ça en proportion sur un petit projet d'1 million ou de 100 millions. L'essentiel, c'est de faire l'exercice de prospective qui va vous projeter à 5 ans et vous assurer qu'il n'y a pas de risque de trou d'air majeur. Et cette anticipation, c'est la philosophie du travail que l'on fait, c'est les modélisations qu'on fait, on les analyse, on les contre-analyse. Tu n'as pas répondu sur les taux. Hein. Alors, les taux d'intérêt, alors si, j'ai répondu indirectement parce que j'ai parlé de fonds propres. Les taux et le résultat financier vont être extrêmement dépendants de la masse d'endettement que tu vas devoir porter. Il est aussi dépendant de la capacité bénéficiaire de l'entreprise à supporter un taux d'endettement. Donc, l'argent cher n'est pas un obstacle en tant que tel. C'est l'argent cher qui pénalise la compétitivité de l'entreprise qui devient un problème. Donc là, quand on arrive à mettre le doigt sur taux d'intérêt est trop élevé, il faut se retourner vers le vecteur fonds propres. Et là, je m'adresse au voisin qui est à côté de moi et qui va regarder, selon la taille, il nous a parlé de ces seuils d'intervention,
Il y a d'autres acteurs qui interviennent sur des seuils un peu plus petits. Il faut aller chercher des fonds propres. Et pour aller chercher des fonds propres, il faut un beau dossier. Ouvrir son capital, c'est pas toujours facile quand on est entrepreneur d'ouvrir son capital. Moi, je voulais partager parce que je connais pas trop mal la finance pour être aussi acteur avec un fonds d'investissement. Je suis toujours surpris de voir comment on gagne de l'argent en Afrique. C'est que les taux, et je veux dire les pourcentages d'EBITDA, j'aimerais bien que des entreprises européennes aient des rentabilités aussi bonnes. Et en tout cas, c'est jamais le cas. Donc ça veut dire que il y a aussi, alors pour plaider aussi pour les banques, capacité de remboursement parce que des capacités de rentabilité relativement importantes. Bon, je voulais quand même vous donner la parole parce que sur les taux, on ne peut pas ne pas interroger un banquier. D'accord, merci Marc de me passer la parole. Vu que tu insistes sur les taux, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Est-ce que comme ça, on peut vous donner des taux? Je ne pense pas. On a dit que les taux étaient un peu élevés. Je dirais ça dépend. Société Générale, pour toute opération, parce que les taux, déjà, ça varie d'une opération, que ce soit sur le court terme ou que ce soit sur le moyen terme. Ça, c'est l'un des facteurs. Le taux dépend aussi de la garantie, ça dépend de l'activité, ça dépend du risque. Donc, aujourd'hui, on a des seuils de rentabilité. C'est sûr que par rapport à l'Europe, il y a quand même un gap. Mais aujourd'hui, on est tous conscients que dans un projet, il faudrait quand même que les taux soient raisonnables. Donc ça, ce sont les aspects sur lesquels, de négociation, on fait des offres commerciales et on arrive à trouver un juste milieu. D'où l'importance du fonds de garantie potentiel que vous allez monter, monsieur le ministre. On l'attend potentiellement avec impatience. Merci bien. Alors, c'est pour conclure? Eh bien oui. Très bien. Donc, je voudrais saisir l'opportunité, la très bonne opportunité que vous nous avez offerte dans le cadre de ce panel, en présence en fait des présidents de conseils régionaux qui sont ici, dans le cadre de ce débat organisé par l'Association internationale des régions francophones, pour dire que, en ce qui concerne la démarche de notre gouvernement, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de transfert de compétences qui autrefois était exercée peut-être par mon département ministériel ou le ministère de l'économie dans le cadre en fait de l'appui au financement des entreprises. Et dans ce cadre-là, en matière de compétences transférées, nous avons un projet, et c'est un projet de décret qui en fait suit son cours, 3 activités qui vont ressortir du domaine de compétences des présidents de région ici présents. D'abord, c'est la promotion des PME et de l'entrepreneuriat au niveau régional. C'est-à-dire qu'ils auront en fait toutes les coulées franches pour organiser à la lumière du dispositif incitatif. Et il me semble que dans ces conditions, il leur faudra précisément ouvrir, dans le cadre de leurs conseils régionaux, des structures précises pour l'accompagnement et la promotion des PME. Il y a également la promotion de l'artisanat. Là aussi, évidemment, avec toutes les entreprises artisanales et tout le potentiel que l'on peut déceler en matière d'artisanat d'art, en matière d'artisanat de production, il y a un potentiel énorme. Et le troisième point sur lequel, et qui est en rapport avec le financement, c'est que désormais, en matière d'appui aux micro-projets, à tout ce qui est projet porté par ceux-là qui pensent, je veux dire, à se lancer dans l'activité entrepreneuriale, mais qui ont besoin parfois d'un fonds d'amorçage ou alors d'un accompagnement, eh bien, c'est auprès du conseil régional, parce que c'est d'abord dans le conseil régional, à la lumière des plans de développement régionaux et surtout de la nécessité de créer de la valeur au niveau régional, que manifestement, les présidents auront la capacité d'octroyer en fait des subventions, parfois un accompagnement financier. Et donc, c'est dire précisément combien les compétences qui sont les leurs en matière de développement économique au niveau régional vont s'accroître, et parce que le pouvoir central, dans le cadre de l'approfondissement de la décentralisation, a fait le choix de leur transférer ces compétences désormais. Merci, monsieur le ministre. Je pense qu'ils étaient tous très contents d'entendre ça. Donc,
de leur transférer une compétence future qui, je pense, sera extrêmement appréciée. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat.